coup, moi, pour me définir vite fait, bah voilà, je suis un mec de 26 ans, depuis quelques mois maintenant. Globalement, ouais, du coup, moi je viens à la base d'à côté de Nantes, dans un petit village à une demi-heure de Nantes, où j'ai vécu quasiment toute ma vie jusqu'à ce que j'ai mon premier travail. Je crois que non, pendant mes études aussi j'ai un peu bougé. Et du coup, oui, voilà, un village assez calme dans lequel je me suis jamais trop senti bien, mais c'était quelque chose de... Voilà, j'ai jamais été très très intégré là-bas. J'ai toujours eu à la base, je me pensais comme quelqu'un de très solitaire. J'ai toujours eu qu'un seul, on va dire, ami pendant très longtemps, pendant toute mon école primaire, et même jusqu'à quasiment le lycée. Il y a un événement marquant justement en primaire comme ça de mon ami, mon meilleur ami, qui d'un seul coup a décidé, vu qu'il lui devait aller dans un autre collège que le mien, a commencé à m'ignorer physiquement assez régulièrement. Je sais que ça c'est un élément assez marquant de ma vie, ce moment-là. Parce que du coup j'ai extrêmement mal pris, parce que c'était vraiment m'éviter, aller à l'autre bout de la cour, dire ah bah non j'ai quelque chose à dire à machin, faut que je... Voilà, et donc rester tout seul, et ça m'a vraiment un peu traumatisé. Déjà à l'époque j'avais toujours eu des difficultés scolaires, beaucoup de mal en français. Je m'en sortais très bien en langue, mais tout ce qui est, pas en langue, dans toutes les matières on va dire scientifiques. J'étais quelqu'un de très très curieux, qui bricolait pas mal, très expérimentateur dans le monde, mais j'avais énormément de difficultés en français, dans les langues, dans ces choses-là. Et du coup j'avais été diagnostiqué donc au début dyslexique. Et ensuite en CM2, CM1, CM1, c'est l'avant-dernière classe, j'avais été diagnostiqué HPI à l'époque. Voilà. Donc à l'époque ça s'appelait enfant précoce, etc. Mais je me souviens que ça avait été un truc un peu marquant, parce que du coup j'avais un peu compris que j'étais différent, ou en tout cas ça m'avait fait aussi me sentir différent. Et donc cette expérience-là de mon ami qui m'ignore et qui m'évite, ça m'avait fait beaucoup de mal. Je pense que ça a généré un truc qui a duré ensuite des années jusqu'à ce que ça soit détecté. Et donc ensuite je me suis refait un ami, et donc après l'entrée au collège assez dure, pas mal un peu du harcèlement, sans que ça soit du harcèlement extrêmement violent, comme peuvent raconter des gens, d'humiliation directement, de se faire frapper, ce genre de choses. Moi c'était juste un surnom qui m'était donné, qui était une petite déformation de mon prénom, qui avait été une erreur d'une prof pendant le premier cours de 6e et qui m'a suivi tout le long. Et un peu de trucs comme ça, de la moquerie gentille, mais enfin... Et je pense qu'il y avait aussi un côté de moi qui s'auto-isolait, parce que je me sentais différent, et donc je me sentais mieux que ces jeunes-là, les cools du collège. Donc je m'auto-isolais comme ça. J'étais quelqu'un de assez geek en fait, beaucoup sur les jeux vidéo très tôt. J'ai eu mon premier PC vers 10 ans, donc je jouais beaucoup à Minecraft, à ce genre de choses. Et donc une grande partie de ma vie au collège consistait à jouer avec mon ami et quelques autres amis, des amis plutôt à lui, à différents jeux, beaucoup de temps passé là-dessus. Donc après une scolarité toujours un peu moyenne, toujours un 12 de moyenne, très très nul en français, je faisais pas l'effort aussi, hein. En anglais pareil, je ne m'intéressais pas trop, en allemand catastrophique. Et par contre des très très bonnes notes dans tout ce qui était matière plus scientifique. Voilà. Et je sais que là c'est une période aussi où j'ai commencé à déjà me sentir très différent, un peu isolé, et j'ai commencé à avoir des gros soucis de sommeil. Je dormais beaucoup, et parfois en cours, et j'avais un peu du mal à m'endormir aussi. Il y avait ces choses-là qui vont intervenir, on va dire, un peu plus tard dans ma vie, et se comprendre. Et donc je passe mon brevet en tiers-temps, etc. Ce qui rajoutait aussi dans la différence le fait que j'avais toujours été mis en tiers-temps, avec des aménagements, des trucs comme ça, ce qui faisait que j'étais un peu aussi, entre guillemets, bizarre. En tout cas, ça pouvait être ressenti comme ça peut-être par les autres élèves. Et
Après du coup mon brevet, je savais toujours ce que je voulais faire. En fait, j'ai toujours voulu faire du développement informatique, ou en tout cas des robots, ce genre de choses. J'étais très intéressé par la robotique, les trucs embarqués. Le code, j'avais déjà je crois à l'époque une Arduino ou ce genre de choses, pour bricoler, faire des petits circuits. Je demandais au magasin d'informatique des cartes mères pour les regarder, essayer de comprendre ce qui se passait. Je démontais un peu tous les objets autour de moi pour voir comment ça fonctionnait. Généralement je les réparais pas, enfin ça donnait rien, mais je sais que ça éteint. C'est un truc que j'aime beaucoup toujours faire et que j'ai l'impression que plus de gens devraient faire parce que ça permet de se rendre compte et d'apprendre à réparer, à développer une autonomie sur ces choses-là. Je trouve que c'est quelque chose d'important. Et c'est une chance que j'ai eue aussi de toujours, j'ai passé mon enfance à regarder C'est pas sorcier en rentrant des cours, ce genre de choses-là dans cet intérêt-là. Et donc voilà, vu que je me sens donc arrivé au brevet, devoir choisir qu'est-ce que je fais après, j'ai appris la connaissance des classes STI 2D, donc au lycée, qui sont les filières techniques. Donc il y a les bacs général et les bacs techniques. Et moi j'ai su que je voulais faire ça et donc j'ai été envoyé à Nantes pour mon lycée. Donc c'était une demi-heure de train par jour et puis peut-être 10 minutes de marche pour aller à mon lycée, au lycée Vivette. Et donc ça m'a permis de sortir aussi de la campagne que je détestais. En fait j'avais pas forcément d'attache dans ce lieu et j'aimais pas forcément les mécaniques qu'il y avait là-bas, enfin dans cet univers-là. Et donc j'ai débarqué à Nantes comme ça tout seul. Ouais, j'avais pas d'amis qui faisaient le trajet aussi, enfin qui faisaient la même chose. Il y avait ma soeur aussi qui était au lycée à Nantes, mais c'est tout. Et donc je me suis retrouvé voilà, comme ça au lycée à Nantes, au lycée Livette. Et j'ai apprécié, la première année a été assez dure. Pareil, toujours très solitaire, je me suis fait un ami, mais un peu par défaut parce que j'ai accroché à une personne et on matchait pas tant que ça. Et voilà, donc la première année de seconde un peu compliquée, mais pareil, je m'en sors, toujours à me sentir un peu différent. Des expériences pas forcément très folles, un gars dans ma classe qui était un petit peu la racaille, mais qui n'était pas non plus très très méchant, mais qui voilà, c'était un peu mal comporté avec moi. Il y avait eu des trucs un peu bizarres, mais je m'en foutais un peu, je faisais ma vie, c'était pas très très important. Et ensuite, il y a l'année d'après, du coup, ça a été un peu le point de rupture un peu dans ma vie, le grand retournement. Où en fait du coup j'arrive du coup en première, donc en spécialité, là où on regroupe les classes par spécialité, etc. Donc moi j'avais fait système informatique et numérique, donc pour aller avec le code, ces choses-là, le jeu vidéo, ce qui faisait assez sens à l'époque. Et un jour, vers novembre-décembre, je me retrouve tout seul au self, donc je demande à un gars de ma classe, est-ce que je peux manger avec vous? Et je me fais inviter à une table avec pas mal de monde. Et je me retrouve comme ça, un peu intégré à un grand groupe d'amis qui se connaissaient déjà un peu des années précédentes, des choses comme ça. Et là, un peu révélation dans ma vie, je me rends compte en fait que oui, je peux interagir avec pas mal de monde, je suis quand même assez sociable. Et je me fais inviter à un nouvel an. Donc ça a été ma première soirée, vraie soirée de ma vie. Et c'était une très bonne expérience. Je me souviens d'un truc un peu rigolo qui était que je savais que pas mal de gens dans ce groupe-là fumaient, donc j'avais volé une cigarette à ma mère pour m'entraîner à fumer avant cette soirée-là, de peur de paraître un peu ridicule, un peu voilà, pour paraître un peu plus normal, on va dire. Le tabac ou la beuh? Le tabac. Le tabac, d'accord. Ouais, beaucoup. Il y en avait quelques-uns, je pense, qui fumaient déjà là-bas à l'époque, oui. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, ouais, là c'était le tabac. J'espère que ça ne pique pas trop la gorge pendant la soirée. Quoi. C'est ça, savoir fumer, pas crapoter, pas paraître ridicule. Et à cette soirée-là, donc tout se passe bien, on boit, c'est la première fois que je buvais vraiment. J'ai déjà fait, je crois, une fête de la musique ou un truc comme ça où j'avais bu vite fait avec un pote, avec mon pote de l'époque, dans le village. Et pendant cette soirée-là, une fille du groupe qui m'attirait déjà pas mal, à un moment on m'embrasse, en fait mes amis me font comprendre qu'elle est attirée par moi, etc. On s'embrasse. Ça va pas forcément plus loin pendant la soirée, elle a fini vraiment très mal avec l'alcool. Moi ça allait, mais bon, c'était ma première soirée, donc j'étais quand même pas très très bien, mais elle avait quasiment fait pas une coma éthylique, mais en tout cas ne plus répondre trop, s'endormir très fort.
Et donc ensuite, on garde le contact, et en fait, c'est devenu ma première copine pendant 4 ans. Là, ce qui m'avait vachement surpris, parce que moi je me voyais comme quelqu'un de très solitaire, pas attirant, une très faible estime de moi. Et je pensais rester célibataire quasiment toute ma vie. Je me souviens que je me disais déjà, s'il y a 30 ans, j'ai jamais eu de copine, etc. J'irais voir des prostituées, enfin, des trucs un peu, quasiment pas incel directement avec la haine, etc. Mais ce côté-là très désespoir, en tout cas sur la question des relations, ces choses-là. Et du coup, ma vie a changé à ce moment-là. Et puis, une copine avec qui je suis resté pendant 4 ans. Une grande expérience de ma vie quand même. Et je me fais intégrer à ce groupe. Donc dans ce groupe-là, je découvre plein de choses, je fais de plus en plus de soirées, je m'intéresse aussi à beaucoup plus de sujets. Avant, j'étais dans les trucs très niches, enfin très geek, etc. Avec l'humour un peu edgy de l'époque. Je sais pas si tu vois, le Raptor Dissident, ces choses-là. Les toutes premières vidéos de ce gars-là. Où on était là en mode, c'est des blagues, c'est que des blagues, on faisait des blagues sur les juifs, des trucs comme ça. Très moyennes, voire même des fois des trucs un peu misogynes, beaucoup de trucs autour du cul. Et c'était un peu le mood à l'époque. Et en fait, j'ai complètement découvert autre chose avec ce groupe-là, d'autres manières de penser, aussi avec ma copine, sur des questions plus féministes, des choses-là. Ces choses-là. Donc voilà, c'était la grande transformation de ma vie. Et puis même où je me suis rendu compte que j'étais capable de socialiser, sociabiliser. Et donc après, la suite de mon lycée, quand même, toujours quand même mieux, même si toujours des soucis de sommeil, beaucoup de fatigue. Mais je pensais juste que j'avais un trouble du sommeil assez basique. Et donc vient le bac où, dans la suite de ce que je disais avant, je crois que j'ai dû avoir peut-être 3 en français, 1 en allemand parce que je suis arrivé avec un oral et j'ai dit je ne parle pas allemand. Il a essayé de me faire parler, j'ai juste dit mon âge et mon prénom et puis c'était tout plus ou moins. Donc et j'ai quand même passé avec mention assez bien parce que j'ai eu 1,17 en histoire, en matière technique, j'ai tout pété, je crois que j'ai eu 15 et 17 aussi, des trucs comme ça. Avec des coefs 8, 9. Voilà, c'est ça, avec des gros coefs, donc assez simple. Enfin, au final, je l'ai eu très facilement mon bac. Mais je commençais déjà un peu à décrocher, je faisais pas mes devoirs, je faisais juste le minimum pour avoir 12 de moyenne et qu'on ne vienne pas me faire chier là-dessus, quoi. Et là je rentre en études sup, donc je vais dans un DUT géodésie, donc génie électrique et informatique industrielle à Nantes. Et là directement c'est par contre 1 heure de trajet le matin puisque j'habite encore chez mes parents. Et donc les problèmes de fatigue s'accumulent. Ah oui, si, entre-temps, je pense que c'était fin première, j'ai commencé à fumer des joints, découvrir la bœuf, ces choses-là, classique du lycée. On expérimente et en fait je découvre que ça me permet de dormir, ça m'endort. Donc je commence à fumer quotidiennement et puis quotidiennement pendant les journées de cours, un peu tout le temps. Je devais tourner à 2-3 joints par jour assez facilement à cette période-là, voire plus. Et donc j'étais en mode c'est un peu un remède pour empêcher ça. Et donc pendant mon DUT, au début je faisais 1h30 de trajet tous les jours et puis en fait j'ai récupéré l'appartement de ma grand-mère qui a fini pas en EHPAD mais plus ou moins un truc un peu différent, mais du coup j'ai eu son appartement et là je deviens complètement dysfonctionnel, en fait je me réveille plus, je dors plus. Je fume beaucoup trop, etc. Et au bout de 3 mois, j'arrête. Je peux plus. En fait, et j'allais voir assez régulièrement l'infirmière scolaire pour lui dire, là, en fait, il faut que j'aille dormir quelque part. Et je lui dis, est-ce que vous avez aussi dans les services santé universitaires des médecins du sommeil, ce genre de choses-là, qu'est-ce que je peux aller voir en fait pour régler ce souci, parce que c'est un gros problème dans ma vie. Et elle me fait, en fait, non, c'est pas un médecin du sommeil qu'il faut que tu ailles voir, c'est un psychiatre. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte que j'étais en dépression, je pense, depuis du coup la fin de ma primaire. Que ça faisait extrêmement longtemps. Je recapte plein de trucs, je me rends compte que en fait, pendant toute cette période-là, je devais pas des pensées noires, mais pas des pensées directement de suicide, mais la mort revenait souvent dans mes pensées.
Quand je traversais un passage piéton, je pouvais être là en mode bah tiens là si je meurs maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? À qui est-ce que je donnerais mes affaires? Tiens, je donnerais mon PC à mon frère pour qu'il puisse découvrir des trucs, ça je donnerais à machin, ces choses-là. Je me rends compte aussi qu'il y avait des soucis dans ma famille, il y a l'alcoolisme de ma mère, je me rends compte que j'avais pas fait des fêtes de famille heureuses globalement de ma vie, j'avais aucun souvenir, qu'il y avait des choses très dysfonctionnelles dans ma famille. Et je me rends compte voilà, de plein de choses à cette période-là. Donc, et je fais 6 mois, enfin quasiment 1 an en fait tout seul dans mon appartement, à juste sortir, avoir des amis tous les week-ends, jeudi, vendredi, samedi, à boire, à faire des soirées, à beaucoup fumer. Mais le reste du temps, je me nourrissais d'une pizza, 1 litre de coca et ça suffisait pour tenir le coup. Et je fumais énormément, je fumais 4-5 joints par jour facilement. Ton appartement, donc celui de ta grand-mère? Oui, voilà, dans l'appartement de ma Ce que grand-mère. tu m'as dit, tu as fait 3 mois comme ça, et ensuite... C'est ça. Et là, tu me dis que tu as fait 1 an. J'ai fait 3 mois du coup de DUT, j'ai arrêté. Ouais. Ah, t'as arrêté le DUT, mais t'es resté dans l'appart? Je suis resté dans l'appartement, D'accord. exactement. Ok. Parce que de toute façon, toute ma vie sociale était à Nantes en fait. Tout mon cercle social était à Nantes, donc retourner chez mes parents, c'était un peu inenvisageable. D'accord. Je me retrouverais coupé de tout le monde. En plus, la plupart de ces gens ne jouaient pas. Certains jouaient, mais pas tous. Ma copine était sur Nantes. On était encore ensemble, etc. Donc voilà, pour moi, c'était inenvisageable de partir. Et mes parents me soutenaient, ils comprenaient. J'ai découvert à cette période-là, pendant le lycée, l'impression 3D, la modélisation 3D, mécanique. Donc en autodidacte, pour bricoler, etc. Et donc voilà, c'est une période quand même qui a été intéressante parce que je me suis découvert, j'ai compris comment je fonctionnais, ce que je voulais faire en fait vraiment, qu'est-ce qui m'intéressait. Pareil, je continue à grandir un peu mes univers en termes de questions sociales. Je sais que je me souviens qu'à la fin de mon lycée, il y a eu un peu ce choix de qu'est-ce que je fais. Est-ce que je vais en études techniques ou est-ce que je vais à la fac faire de la socio, faire des choses comme ça, des histoires on va dire plus sciences humaines, sciences sociales. Et j'ai fait un peu le choix pragmatique de me dire bon bah je vais aller en technique parce que bah il y aura toujours besoin de personnes qui font des machines. Moi j'ai toujours rêvé de faire des machines, très fan de Wallace et Gromit et donc de ce truc-là, des machines d'assemblage dans ces trucs-là, des jeux de machines dans Minecraft, j'aimais énormément la redstone, ces choses-là. Donc voilà, je fais le choix pragmatique et je me dis bon bah tout ce qui est sciences sociales, je peux l'apprendre autrement. Je peux apprendre par des connaissances, par de la ressource sur internet, je suivais énormément de vulgarisation à l'époque, c'était la grande époque de la vulgarisation sur YouTube. Y penser, Dirty Biology, hélas. Horizon Ghoul, Hacking Social, qui était une chaîne qui parlait justement de sciences sociales, de manipulation, des biais cognitifs, la zététique aussi. Masses, tout ça, des trucs comme ça. Quoi? Manipulation des masses. Plutôt les biais cognitifs, le pied dans la porte, comment est-ce qu'on peut te vendre des choses sans que tu le veuilles. Ok. Comment est-ce qu'on peut influencer tes choix par tel ou tel truc, le marketing. L'habit fait pas le moine, ces choses-là. Donc, beaucoup de principes sociaux. Et donc voilà, cette période-là quand même a été assez intéressante de réflexion sur moi-même, en fait, à pas faire grand-chose quand même, un état de vie, une hygiène de vie, on va dire quand même assez déplorable. Hein. On va pas se mentir. Donc là, tu as 18-19 ans là. C'est ça, à ce moment-là, ouais, je dois avoir 18-19 ans, je découvre la vie adulte. Et ensuite, du coup, je me réoriente après la fin de mon BTS, après la fin de l'année de DUT, en BTS, donc conception et industrialisation microtechnique. Donc là où je fais beaucoup plus de mécanique, de modélisation 3D sur SolidWorks, ce genre de choses-là. Donc beaucoup plus mécanique, je fais de l'usinage, ce que j'ai toujours rêvé de faire en fait, c'est la suite logique de l'impression 3D, de ces choses-là. Et le BTS, ça se passe quand même pas forcément très bien, je dors énormément, je loupe beaucoup de cours. À cette période-là, je crois que je commence à rentrer chez mes parents en fait, l'appartement est toujours à ma disposition, mais je rentre chez mes parents tous les soirs pour en fait garder quand même un rythme de vie plus sain, mais en fait je me réveille pas, je prends quand même mon train, mais je veux me fumer un joint avant, donc en fait j'arrive en retard au premier cours, je vais faire des siestes de 2 heures dans le CDI, puis j'arrive au cours d'après dans lequel je dors, mais je réponds quand même. Les profs m'ont quand même supporté, je trouve ça assez beau, et j'ai quand même des notes pas dégueu. C'est pas fou, ça tourne plus autour de 10 et c'est quand même compliqué, mais
Voilà, j'ai des cours entiers où j'ai eu des bulletins avec absent en français, en moyenne générale, ce genre de choses. Mais ça se passe plutôt bien, je rencontre là-bas quelqu'un d'assez important dans ma vie qui est un horloger. En fait, un gars qui avait 27 ans à l'époque, ou non, peut-être plus 25. Ouais, il devait avoir 25 ans à l'époque, qui est une personne assez folle en fait, puisque c'est un gars en fauteuil qui s'est planté à 17 ans, c'était un petit con, il s'est planté en moto à 17 ans, et il s'est passionné pour l'horlogerie, et il a tout donné là-dedans. Il a refait un BTS, enfin il a fait un bac pro ou un truc comme ça, puis un BTS en horlogerie. Puis ensuite il est venu dans mon BTS, et voilà, quelqu'un de très intense, qui avait un peu les mêmes défauts que moi, qui se sentait pas à l'aise avec tout le monde, qui était très dans le mental, et un comportement aussi autodestructeur, mais lui encore plus fort lié à ses troubles, enfin lié aux soucis du fauteuil. Et voilà, quelqu'un de très intéressant qui m'a porté, qui m'a beaucoup motivé, qui reste une personne très importante dans ma vie, même si on se voit plus tant que ça, puisqu'il lui est retourné chez lui. Donc on s'appelle une fois tous les 3-4 mois et on passe des heures ensemble au téléphone. Je suis un peu la personne raisonnable entre nous deux, et lui c'est un peu le grand rêveur. Et je sais que cette rencontre-là m'a fait me rendre compte d'un truc, qui est ma définition de l'amour et l'amitié. En fait, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, je le plaçais limite plus haut que ma copine de l'époque dans les personnes intéressantes dans ma vie, même si c'était... pour moi, tout était qu'un gradient. Certes, ma copine, je l'aimais beaucoup, c'était une personne extrêmement importante, mais lui, mentalement, il y avait une connexion qui était assez folle. Et voilà, donc on fait le BTS, arrive... Et donc ta définition de l'amour et de l'amitié? Pour moi, c'est la même chose, c'est qu'un seul spectre. En fait, tu peux avoir des amis que tu aimes beaucoup, des relations, en gros, c'est qu'un seul spectre. Tu places les gens en termes d'intensité de relation, et puis il y a des personnes sur qui tu mets une case, je suis en couple, ou juste cette personne-là, des fois on fait du sexe ensemble, des fois non. Voilà. Et ces personnes-là, je veux les voir tous les jours, d'autres, je m'en fiche de ne pas les voir pendant 6 mois, mais par contre, quand on se voit, c'est très très intense. Et donc oui, je me souviens d'avoir vu ces trucs-là. Je me souviens qu'à l'époque, j'écoutais Les couilles sur la table, un podcast de réflexion autour des relations et tout. Et au niveau des relations, justement, au bout de quasiment 4 ans de relation, donc sur ma dernière année de BTS, vers décembre avant la fin de mon BTS, arrive ma copine qui me dit en fait je suis extrêmement bien avec toi, etc. mais j'aimerais bien tester avec quelqu'un d'autre, puisque ça fait quand même 4 ans qu'on est ensemble. Moi je me voyais totalement faire ma vie avec elle, mais j'étais aussi ok, et c'était aussi une peur que j'avais d'être en mode faut pas mourir bête quoi. Et j'ai pas de souci de jalousie. J'avais aucun souci de jalousie, donc on ouvre le couple. Et elle avait déjà du coup terminé ses études, elle travaillait. Et donc elle commence à avoir des bails avec un gars de sa boîte. Et de mon côté, en tout cas, tout se passe très bien, je m'en fous. Limite, je suis content, tu vois, quand elle va voir ce gars-là, le lendemain, on en discute, je suis en mode qu'est-ce que vous avez fait? J'étais heureux qu'elle soit heureuse avec cette personne-là. Et donc tout se passait plus ou moins bien. Jusqu'au jour où en fait je me rends compte qu'il n'y avait pas forcément... Je voyais plus d'amour dans ses yeux. En fait. Et ça m'a fait énormément de mal à l'époque. Et du coup je mets fin à la relation à contre-cœur. Et c'était quelques mois avant le... Il y a eu aussi un moment dans cette période-là où on allait au ski ensemble. Et je me souviens qu'elle pleurait parfois toute seule sur le télésiège, enfin à côté de moi. Ça commençait à devenir bizarre, et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui clochait. Et donc je mets fin à la relation, je dis visiblement ça marche pas, enfin je vois plus d'amour dans tes yeux, moi ça me fait énormément souffrir. J'étais toujours à l'époque en dépression quand même assez forte, je fumais encore énormément et tout, ce qui n'était pas non plus très sain, je me souviens c'était pas fou pour la relation. Et on y met fin, et là en fait 2 semaines après le Covid arrive. Enfin, déjà on entendait parler depuis des mois, mais le confinement arrive. Donc là, moi, je rentre chez mes parents, passer le confinement. Et je reste un petit peu en contact avec elle. On s'était dit qu'on resterait amis, quand même. J'avais pas de haine envers elle.
Et en fait, le confinement se passe, on se revoit quand même quelques fois après, et ça a été... ensuite, en fait, je me rends compte qu'elle reste quand même trop dans ma tête. J'arrive pas à passer à autre chose, je l'aime, même à l'heure actuelle, je l'aime encore énormément, cette personne. Même si je ne l'ai pas vue depuis des années, ça reste une personne extrêmement importante pour moi. Et on se retrouve, je me souviens que je faisais un peu des crises à cause de ça. Quand j'essayais de prendre contact avec elle et qu'elle ne répondait pas et tout, ça me faisait énormément stresser, le moindre message me mettait dans des sortes de crises de panique, quoi, en fait, un peu. Et un jour, juste avant de prendre mon premier travail, parce que j'ai eu mon BTS au final, hein, au contrôle continu. Et donc derrière, il s'agit de trouver un travail. Je trouve un travail et entre-temps, je faisais des missions d'intérim et j'y pensais pendant mes missions d'intérim. Des fois, je me souviens avoir à moitié fondu en larmes avec un pistolet à clous dans les mains et j'ai fait « ça, c'est pas cool, ça va pas le faire ». Et donc, je décide un jour de dire « soit faut que j'accepte qu'on ne se parlera plus ». Et donc, je mets vraiment fin à cette chose-là. Et donc, je prends mon premier travail à cette époque-là. On est fin 2020, quoi, en plein milieu des deuxième ou troisième confinements, un truc comme ça. C'est ça, on est dans cet entre-deux-là. Et moi, je pouvais quand même aller travailler parce que c'était en lien avec l'industrie agroalimentaire, donc il pouvait rester ouvert, parce que forcément, il fallait quand même que le pays tourne. Et en fait, je me plais pas dans ce travail-là. On faisait de la ventilation et je n'aimais pas ça, je me sentais à moitié dépérir. Et au bout d'un an et demi, je crois, ou un an, je me retrouve en arrêt de travail pendant 6 mois parce que rechute de dépression assez vénère. Et je m'arrête, je me mets en arrêt, puis rupture conventionnelle, etc. Et à cette période-là, je rencontre une nouvelle personne dans ma vie, une personne chez qui j'avais fait un nouvel an des années avant, pendant, je pense en terminale, un truc comme ça. J'avais été incrusté un nouvel an. Puis on s'était jamais trop revus, on s'était revus une fois entre les deux confinements. Et on avait eu une discussion extrêmement longue sur moi, ma rupture, elle, sa rupture aussi, avec un gars avec qui elle est restée pendant 4 ans. Et je me souviens que je me reconnaissais dans le gars, etc. Et ça avait été une grosse discussion alors qu'on ne s'était jamais vus pendant des heures en haut dans un tout petit appartement. Et pendant cette période-là, cette personne-là me recontacte, m'envoie un message pour qu'on se revoie et tout. Et c'est devenu une super amie que je vois encore actuellement, etc. Parce que la grande discussion là, que vous avez parlé, c'était à quel moment? C'était à la fin de ton CDI? Ah non, cette grande discussion-là, c'était, je sais même plus si je travaillais à l'époque, c'est un peu flou. Je crois que c'était... Non, c'était juste après mon BTS. J'avais même pas encore travaillé à l'époque. Mais donc, oui d'accord, donc c'est 9 mois après ta rupture en gros, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais. plus ou moins. Ouais, on va dire septembre 2020, enfin par là. Un truc comme ça. Ok. Voilà, et on a une grande discussion très très longue. Oui, parce que vous avez Et quelques points communs pour le coup. voilà, c'est ça. Et en fait, on s'est très très bien entendu. Il y a eu un truc d'alchimie très très forte dès le début. Et de toute façon, c'est une personne très 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 forte, très impressionnante. Et donc cette personne-là me recontacte, elle me fait redécouvrir d'autres gens aussi. Et puis moi je reprends un nouveau travail, la boîte dans laquelle je suis, je me retrouve en prestat, je prends mon appartement actuel vers Rezé, en colocation avec mon petit frère. Et là je recommence à vivre vraiment à Nantes. Je rencontre sur Discord aussi des gens, enfin sur Reddit, des personnes. Une personne sur le Reddit nantais avait créé un Discord et donc je rencontre les gens de ce Discord-là. C'est devenu un groupe d'amis où je me sentais un peu... C'était étonnant parce que j'étais le plus jeune, à l'époque je devais avoir 22, 23 ans. Et c'était tous des gens dans la trentaine ou 25 ans et plus, quoi, beaucoup plus vieux. Et puis ça devient des très bons amis. Voilà, je redécouvre une nouvelle vie et surtout je découvre enfin la vie nantaise normale, on va dire classique, celle que j'avais toujours voulu vivre quand je voyais mes amis qui eux vivaient à Nantes, pouvaient vivre, aller en bar, faire des soirées, traîner jusqu'à pas tard, jusqu'à plus d'heures partout dans la ville, etc. Ouais. Et voilà, un peu, c'est aussi la vie maintenant que je mène. Voilà. Et puis là maintenant, du coup, voilà, j'ai un travail. Entre-temps, il y a eu plusieurs autres relations. Certaines qui ont duré, certaines qui n'ont pas duré. Une avec cette personne-là du Discord, avec une personne du Discord, etc.
Voilà à peu près le truc. Ouais. C'est marrant, t'as parlé beaucoup d'école, un tout petit peu de famille. Oui. Maintenant, je sais que tu as une sœur et un petit frère, je crois. Oui, c'est ça. Mais pourquoi tu en as un peu parlé? Parce que ça n'a pas trop impacté ta vie? Pourtant, tu m'as dit qu'à un moment, le climat familial, tu n'as jamais passé des bonnes soirées. En fait, ma famille, on est quand même assez soudés, on s'entend très bien, etc., malgré les problèmes, mais on discute assez peu. On est dans une famille très mutique, je sais très peu de choses sur ma famille. Il a fallu que, pendant le BTS, j'ai passé un week-end en hôpital psychiatrique pour me poser la question qui était mon grand-père paternel. Je ne savais pas qui c'était. J'ai toujours connu mon beau grand-père, entre guillemets, le nouveau mari de ma mère, mais j'ai jamais su qui était mon vrai grand-père. Et il a fallu que je me retrouve en hôpital psychiatrique et je me rends compte que, ah bah oui, tiens, j'ai jamais su. Le nouveau mari de ta grand-mère? Oui. Oui, ok. Voilà, c'est ça. Lui, je l'ai toujours connu, je le considère comme mon grand-père parce que c'est. Mais le vrai mari le père de mon père, je n'ai jamais su qui c'était. Je n'ai jamais eu aucun indice, je ne savais pas qui c'était. J'ai dû me poser la question à ce moment-là et j'en ai parlé avec mon père. C'était un marin, ou en tout cas il travaillait dans la marine, l'armée. L'armée de mer, non comment? La marine. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, c'était quelqu'un d'alcoolique aussi apparemment. J'en sais pas beaucoup plus non plus, d'ailleurs toujours maintenant. Mais voilà, je sais que il est mort quand j'étais jeune, j'ai jamais vu. Pareil pour mon grand-père maternel, ça je sais qui c'est, etc. Mais je l'ai jamais vu, il est mort je crois quand j'avais 2 ans, un truc comme ça. Donc voilà, je sais peu de choses sur ma famille, globalement on parle assez peu, je sais pas forcément comment mes parents se sont rencontrés. Je pense que c'est pendant le lycée de ce que j'entends, des histoires et tout, mais voilà, on discute peu dans ma famille, c'est assez mutique. Et je pense que l'une des raisons, c'est justement le souci d'alcoolisme de ma mère, qui est donc alcoolique, que je définirais fonctionnelle. Elle boit pas tout le temps, elle boit pas tous les jours, etc. Mais ça va être le week-end, les fêtes de famille, ce genre de choses-là. Et elle va être très vite ivre, ou en tout cas, et même ivre ou très peu, ça va être très vite insupportable. Ça va casser toute l'énergie de la soirée en fait. Elle va prendre de la place, quand elle est vraiment très ivre, jusqu'à insulter les gens, etc. Je pense que c'est une personne qui est en dépression, qui a des gros soucis, qui les met un peu sous le tapis, qui s'est toujours donné à fond aussi pour nous. Hein. J'adore énormément ma mère, mais il y a ce souci-là, ce gros point noir au tableau. Donc ce qui fait que forcément il n'y a pas eu tant que ça de discussion, parce que dès qu'il y a des réunions de famille, tout se tend en fait très vite pendant le repas. Et donc ça bloque tout, parce qu'on ne peut plus discuter, parce que soit elle prend de la place, soit on est tous tendus. Moi je sais que je suis en hyper-vigilance dans ces situations-là. Au point où maintenant j'évite. Je sais que je vais essayer de faire des repas du midi, parce que je sais que les repas du soir c'est plus compliqué. Des fois j'ai essayé de demander à ce qu'il y ait des repas sans alcool dans certaines situations. Quand on a dû lâcher les cendres de ma grand-mère, c'était loin, c'était dans son ancienne maison et tout. Et j'ai demandé à mon oncle qui est propriétaire de la maison qu'il n'y ait pas d'alcool. Et ça s'est extrêmement bien passé, etc. Mais voilà, j'évite absolument toutes les situations avec alcool. Elle le sait que tu fais ces demandes-là? Elle le sait, et c'est que toute la famille a un souci avec ça, que son frère ne vient plus trop parce qu'il y a ça. Mais je crois qu'elle se soigne, je crois qu'elle va voir un alcoologue. Mais bon, ça s'améliore pas, des fois il y a un peu de mieux, des fois il y a du moins bien. C'est complexe. Okay. Donc ce qui fait voilà, que les liens familiaux sont un peu durs. Même avec mon frère, on discute très peu, même si on est en colocation. On parle peu de nos vies. Ma sœur, elle n'est pas là depuis des années, c'est avec elle limite que je peux le plus discuter, mais on va plutôt parler politique, ce genre de choses-là. Mais parce qu'elle est très engagée politiquement, et moi je suis aussi quand même assez engagé. Avec mon père aussi, j'essaie un peu plus de renouer les liens, j'essaie de un peu plus faire les choses, mais voilà. On est quand même très distants. C'est complexe. C'est pour ça que pour ça que tu n'en as pas trop parlé finalement. C'est ça, c'est que ça a peu de place, ils sont toujours là, je les apprécie énormément, mais c'est pas... Non mais je vois, je pense que je suis un peu pareil. Tu avais commencé au début avec, quand tu disais je me pensais solitaire, c'est-à-dire que ce côté par exemple diagnostiqué HPI, ça t'a rassuré ou ça t'a... Dans un sens où tu te sentais différent et donc le fait qu'on te dise que tu sois différent t'es rassuré parce que tu te dis que tu as raison, ou le fait qu'on te le dise, ça t'éloigne encore plus des autres? Comment tu l'as senti ça? Je pense que ça m'a éloigné.
Ça m'a, je pense, vraiment éloigné. J'ai eu un espèce de sentiment de supériorité un peu con, je vaux mieux que cela. Quand tu traduis HPI, forcément, ça donne ça. C'est ça, ça donne ça. Et du coup, ouais, je pense que ça m'a auto-isolé. J'aime pas du tout cette étiquette-là. Ouais. Je ne l'utilise plus parce qu'en plus, je suis conscient des biais de ce que c'est. En fait, voilà, maintenant, c'est un sujet qui revient, qui est en fait un diagnostic un peu bullshit, qui peut être qualifié de bourgeois, enfin, plein de choses. Donc maintenant, c'est plus quelque chose qui me convient. Et je sais que voilà, des amis me disent fais peut-être un test TDAH, fais peut-être un test lié à l'autisme, ces choses-là. Et je me refuse à le faire parce que je ne veux plus avoir d'étiquette. J'ai très mal vécu, je pense, le fait d'avoir une étiquette sur ma personne. Donc c'est ça qui m'a fait m'éloigner. Ouais. Même si de base, avant qu'on te le diagnostique, tu te pensais déjà un peu, tu te voyais un peu moins sociable que les autres. En fait, je sentais que j'avais pas les mêmes centres d'intérêt. Je voyais bien que beaucoup de gens c'était le foot, le sport, ces choses-là, les filles, et moi c'était pas du tout des choses qui m'allaient. Je sais que même maintenant, actuellement, globalement dans les cercles sociaux dans lesquels j'évolue, ça va très bien, mais quand je me retrouve au travail, je discute assez peu avec les gens parce que je vais pas avoir les mêmes centres d'intérêt qu'eux. Quand ça va parler du foot, du sport, de ces choses-là. Des vies de famille même, tout ça, je ne me reconnais pas, donc en fait je ne vais pas en parler, je sens toujours cette différence-là, mais c'est plus trop un souci. Je peux, par contre je vais discuter beaucoup plus d'autres choses, des questions de relations, ça c'est les choses qui m'intéressent beaucoup, justement de la... Tant que les vélos passent, ça va peut-être s'entendre un peu. De politique, du fonctionnement du monde, de ces choses-là. Ça c'est vraiment plus les trucs qui m'intéressent mentalement. Ouais. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, toi qui te disais dépressif depuis le primaire, comment tu t'en es où? J'en suis globalement plus ou moins sorti. Là j'ai eu une rechute récemment, mais maintenant Tu te connais. je me connais, je sais ce qui se passe. J'ai clairement fait un gros travail sur moi-même, l'estime de moi était catastrophique avant. Maintenant clairement je sais ce que je vaux, j'ai plus trop ces doutes-là. J'ai toujours mes insécurités, j'ai toujours ces choses-là, je sais plus les exprimer, je sais mieux les vivre, mais là jusqu'à récemment, quand tu avais posté le truc, etc., j'étais en arrêt de travail pour rechute de dépression. Il y avait ça, et un peu pas un burn-out, mais un bore-out où je m'ennuyais aussi dans mon travail, ça me plaisait pas. En tout cas ça me plaisait plus ce que je faisais dans la mission dans laquelle j'étais, puisque je suis en prestat. Et donc j'ai mis fin au truc, j'ai pris mon arrêt de travail à temps avant que ça pète trop fort. Voilà, donc je pense maintenant savoir me gérer, je connais mon traitement, je fais quand même des bêtises. On va dire que j'ai arrêté le cannabis, ça va faire maintenant 2 ans. 2 ans que j'ai arrêté, là, récemment j'ai refumé de temps en temps en soirée avec des potes et tout, mais j'ai eu 1 an et demi, quasiment 2 ans de zéro consommation. L'alcool, je sais que je suis facilement dépendant à des substances, l'alcool est quand même un peu un souci, je sors beaucoup, ce qui a aussi posé des problèmes. Voilà, donc maintenant je me connais en tout cas beaucoup mieux sur ces sujets-là. Ok. Et je sais que la question de l'addiction est quand même complexe chez moi, par le vécu de ma mère aussi. C'est quelque chose qui m'a fait très peur l'alcool, au final ça m'a pas empêché un peu de tomber dedans, mais... C'est culturel un peu en France. C'est ça, c'est culturel et c'était lié au lieu de sociabilisation, puisque beaucoup de passages dans les bars pour aller voir les amis, donc Ouais, je connais. je suis toujours fumeur, etc. Dès qu'on va chez quelqu'un, t'es obligé de boire un coup. C'est compliqué si tu veux vraiment plus boire. Mais ça n'avait pas été un souci par exemple pour le cannabis, tous mes amis fumaient. Enfin je m'étais un peu éloigné de certains, mais très vite ça n'avait plus été un souci d'éviter la consommation. Même si ça fume autour de toi. C'est ça, c'était pas un problème. Ok. Mais parce que je pense que l'envie était plus forte, je m'étais plus rendu compte à quel point c'était nocif pour moi. Je voyais bien que c'était un gros souci. C'était pendant une relation que j'ai eue qui n'a pas duré si longtemps, où c'était un gros problème pour ma copine, mon rapport au cannabis, et qui m'a poussé à aller voir une addictologue, etc. Et j'ai quand même réussi à arrêter du jour au lendemain, brutalement, cette chose-là. Pour elle.
Pour elle, au final, ça n'a pas duré, mais oui, c'était pour elle, et même pour moi, je voyais bien que c'était un problème. Ok. Que ça m'empêchait de dormir, ça m'aidait plus à dormir, que ça me fatiguait plus la journée, que j'étais pas présent, elle, ça l'embêtait, etc. Ok. Je sais pas, j'ai plein de mots valises, moi. Qu'est-ce que... Le sport, tiens. T'as quel rapport avec le sport? T'en as fait quand t'étais jeune? J'ai toujours fait du sport, oui, mes parents m'ont toujours incité à faire du sport. Donc j'ai fait pas mal de sport quand j'étais jeune, j'ai fait quelques années de judo, Ouais. j'ai fait un petit peu de tennis en fonction de ce que faisaient les amis. J'ai très vite fait du tir à l'arc. Le tir à l'arc, c'est un sport qui m'est resté bien 5-6 ans. J'ai arrêté parce qu'on a commencé à me pousser vers la compétition et ça, j'aimais pas. J'ai jamais été quelqu'un de très compétiteur. Je m'en suis toujours un peu foutu de ça. Je voyais pas l'intérêt, ça me plaisait pas. Mhm. Et puis aussi parce que je pouvais plus avec le lycée et tout, ça me prenait trop de temps. Donc j'ai beaucoup aimé le tir à l'arc. Maintenant, je fais de l'escalade, beaucoup. Que j'ai découvert, voilà, de l'escalade en bloc, parce que c'est un jeu. J'aime beaucoup le côté ludique dans l'escalade. Donc là, ça va faire 2-3 ans que j'en fais 1 à 2 fois par semaine. Là, j'ai un peu commencé le vélo à la base comme moyen de déplacement, mais j'aime bien l'activité en elle-même. Actuellement, là, je suis en vacances, je fais 10 minutes de vélo pour aller en centre me prendre un café. Là, juste avant de venir, j'ai fait 1 heure de balade au bord de l'Erdre, comme ça pour le plaisir, parce que je m'étais dit, j'ai envie de pédaler, de faire ça, et donc j'ai fait ça. Il y a 1 ou 2 semaines, j'ai essayé de retourner dans le village où vivent mes parents à vélo. J'ai pas tout fait, mais j'ai fait 1 heure de vélo comme ça de suite. Je me suis arrêté à moitié du chemin, j'ai pris le train pour finir, mais D'accord. voilà. J'aime bien le sport, j'aime bien quand même me dépenser, même si c'est pas non plus, j'ai pas le rapport compétitif au sport, j'ai jamais fait de foot, ces choses-là. Et tu regardes pas pour le coup? Pas spécialement, j'ai regardé quelques compétitions d'escalade récemment avec des amis, mais parce qu'un ami en mettait et voilà. Mais non, je regarde pas le côté social. Des fois, ce qui se rapproche plus du sport que je peux regarder, ça va être un peu d'e-sport. Je regardais pas mal à un moment. Quand il y a des grandes compétitions, des fois ça m'arrive de regarder, ou le speedrun aussi. Quand il y a les marathons de speedrun, je regarde ça. Ok. L'ultime décathlon? L'ultime décathlon, ça m'est arrivé, plus sinon les AGDQ, c'est surtout ça que je vois passer en fait, je vois qu'il y en a. C'est les grands marathons caritatifs américains. D'accord. L'ASG Handsome Games Done Quick, qui sont restreamés en France par le French Restream, qui fait aussi, je crois, du coup, l'ultime décathlon. Je crois que c'est aussi qui organise ça. D'accord. Ou Speedon aussi. Ouais. Ah oui, il y a Speedon, ok. Justement, tiens, gros chapitre à mon avis pour toi, le jeu vidéo. Console, t'as commencé par console, PC, t'as dit PC à 10 ans tout à l'heure? Alors j'ai commencé, j'ai eu ma première console, c'était une Nintendo DS, vers mes, je sais plus, 6-7 ans, un truc comme ça. Je sais que c'était un cadeau de mes parents parce qu'ils ont dû abandonner le chien qu'on avait à l'époque, parce qu'il devenait violent avec mon petit frère. Il était très possessif et donc là un jour il l'a mordu, donc ils ont dû l'amener à la SPA. Et entre guillemets en compensation, je pense qu'ils voulaient nous les offrir plus tard, mais que du coup ils l'ont fait à ce moment-là. Ils nous ont offert les Nintendo DS à moi et ma sœur. Et donc oui, j'ai joué à l'époque, j'avais un truc qui s'appelait Kokoto, qui était un faux Mario Kart, enfin un Mario Kart de Wish. Je me souviens, mon premier jeu que j'ai acheté, c'était Super Mario Bros sur DS. Je me souviens du truc d'avoir la cartouche, etc., d'y jouer, de surveiller le jeu dans la voiture de manière très importante. Et donc oui, j'ai joué pas mal sur DS, sur Wii aussi, ensuite. Pas mal des Call of Duty à l'époque, sur des choses-là. J'étais quand même très jeune d'ailleurs pour les Call of Duty, mais voilà, beaucoup de ces jeux-là. Et puis après, très vite sur le PC. Il y a eu aussi beaucoup la période des jeux Flash. C'était l'époque des jeux Flash, jeux.fr, Mini-clip là? Miniclip aussi, ces choses-là. Il y avait pas mal de sites dont je me souviens plus. Ouais. Donc j'avais beaucoup joué à ça avec des amis. Et puis très vite, 10 ans, mon premier PC dans ma chambre. Donc là, ça a été beaucoup de Minecraft. Quasiment que Minecraft en fait. Dofus peut-être, non? Dofus un petit peu, mais jamais trop accroché. J'ai jamais trop été MMORPG. Flife, parce que j'avais un ami un peu qui me traînait dessus, mais moi j'aimais pas. Puis beaucoup de jeux passage, en fait, c'était surtout un moyen de sociabiliser, en fait, après les cours, aller sur Skype et parler avec mes amis dessus. C'était Skype, c'était pas TeamSpeak déjà? Non, c'était déjà Skype.
Il y avait TeamSpeak à côté, mais nous on utilisait Skype parce que TeamSpeak, il fallait avoir les serveurs, etc. D'accord. Et du coup, on n'avait pas de sous, donc on ne pouvait pas payer de serveur TeamSpeak. Ok, ouais, bah Skype. Ouais. Donc ouais, beaucoup de Skype, et c'était... En fait, ça a souvent été plus un moyen de sociabiliser. Je me rends compte que de jouer vraiment. J'aime pas trop jouer seul. Je me rends compte maintenant que je joue très peu. Et pas forcément parce que j'ai plus de temps, mais parce que j'ai plus forcément l'intérêt. L'un des seuls jeux auxquels je joue, ça va être Trackmania. Et je fais ma petite carte du jour, plus ou moins tous les jours, en tout cas quand je peux. Ça me dure 15 minutes. Je fais un peu de Power Wash Simulator, de trucs comme ça, mais jamais fait de grands jeux à histoire. Ou très peu. J'ai jamais fait de RPG, j'ai jamais trop fait des MMO, ou avec des amis parce qu'on faisait une période MMO. Voilà, c'est vraiment... J'ai un côté très social dans le jeu vidéo. Ouais. C'est ce que dit... j'avais vu Fred de JDG, le joueur du grenier, qui dit ça, qui dit que en fait, les gens, quand ils parlaient dans les années 2000, c'était le gros truc avec World of Warcraft de l'addiction. Il disait que les jeunes étaient addicts aux jeux de vidéo. Non, en fait, ils ne sont pas addicts aux jeux vidéo, ils sont addicts au côté social qu'amène le monde de World of Warcraft et tout ça. C'est pas le jeu vidéo en lui-même. S'ils jouaient tout seuls dans leur coin, s'il n'y avait personne autour, ils ne joueraient pas en fait. Et c'est le côté de rencontrer des gens, de parler avec eux, C'était surtout ça. Ouais. Et ça, tu t'en es rendu compte tout seul pour le coup. En fait, je m'en suis rendu compte pendant ma grande période, du coup, là, entre mon BTS et mon IUT, entre mon IUT et mon BTS, plutôt dans cet ordre-là, parce que j'essayais de jouer la journée, jouer à LoL, etc. Et ça me plaisait pas, en fait. J'avais pas d'attrait spécifique pour le truc. Je m'emmerdais vite, je passais, je zappais un peu de gens en jeu, etc. Mais très vite, je m'ennuyais, donc j'ai arrêté, quoi. J'ai arrêté, je regardais plutôt des vidéos YouTube, en fait. Ça, c'est toujours un truc... Je suis un énorme consommateur de YouTube, je regarde pas de films, je regarde pas de séries. J'écoute un peu de musique, mais pas tant que ça. Mais par contre, je regarde des vidéos YouTube. Récemment, pendant ma période d'arrêt, j'avais 45 heures semaine sur YouTube. Et même quand je travaille, j'ai toujours un truc en fond qui va être une vidéo YouTube, un podcast, un truc. Et je monte facilement sur des 35 heures semaine sur YouTube. Donc moi, c'est vraiment YouTube ma source de divertissement principale. Ok. Ouais, donc j'allais te parler de musique et de cinéma, mais... Musique a quand même pas mal de place. J'en écoute quand même pas mal. J'aime bien, j'aime beaucoup les concerts. Pareil, c'est quelque chose depuis mon arrivée sur Nantes, depuis que j'habite sur Nantes. J'ai été très longtemps rap. Rap français, du Val, du Necfeu, du Lumpal. Encore des noms, voilà, plus trop fous maintenant. Orelsan aussi, très jeune, je me souviens d'un truc très marquant d'entendre un morceau d'Orelsan à la radio et sur Skyrock à l'époque, et être là, écouter tout le temps pour que j'ai le nom, essayer de chercher sur Deezer en n'ayant pas l'orthographe d'Orelsan. Il n'était pas encore très connu, donc ça ressortait pas directement dans les recherches. C'était quoi le morceau ? C'était Double Vie de Orelsan, sur le temps des sirènes. Le chant des sirènes plutôt. Je connais pas celui-là. C'était sur le même album où il y avait La Terre est ronde et Suicide social. Suicide social, je pensais que tu aurais parlé de celui-là, mais... Du coup, j'ai assez vite acheté l'album, et oui, Suicide social est un morceau assez important, même si... de toute façon, cet album-là, je le trouve plus trop écoutable maintenant, il est trop... je suis pas très fan. En termes de sonorité... Quand t'as 15 ans, peut-être. Ouais, ce qu'il dit, c'est peut-être plus pour un ado de 15 ans que pour un mec de 25. Oui, après, je reste toujours très fan du Val des origines, qui a ce côté très incel. Vald ? Orelsan ? Vald. Non, du coup, Val des origines, qui a un peu le même côté que dans Suicide social. Un côté très nihiliste, un petit peu incel, un petit peu edgy, pas à l'aise avec lui-même, qui a la haine contre le monde, etc. Et ça, je continue à beaucoup aimer cette période-là. C'est juste les productions, les sonorités, je suis pas très fan. D'accord, ok, c'est vraiment la prod. C'est vraiment les prods, je pense, qui ont très mal vieilli. Et donc là, t'es à Nantes depuis combien de temps ? 2-3 ans ? 3 ans, j'ai fini mon contrat en septembre 2022, en février 2022, et j'ai déménagé en septembre à Nantes. Ok, et depuis ce temps-là, pas mal de concerts C'est ça, pas mal de concerts. Beaucoup, justement, peu de concerts rap. J'aime pas tant que ça le rap en concert. Ça me déçoit assez souvent, même si j'en ai fait quelques-uns, mais oui, beaucoup de concerts plutôt rock, punk. Maintenant, je suis beaucoup plus proche de ces mouvances-là, aussi par les cercles sociaux que j'ai. J'ai beaucoup d'amis, j'ai des amis profs de musique qui font de la musique, qui sont très dans les cercles punk, queer, etc. Donc forcément, c'est vers ça qu'ils vont me porter.
Et j'aime pas en écouter seul, mais ça me transporte en concert. La puissance du concert est assez folle. J'aime beaucoup ça et je peux écouter. J'adore ça en concert, mais j'en écoute très peu seul du rock et ces choses-là. D'accord. Parce que ça me paraît moins adapté, il n'y a pas la puissance des basses et de l'intensité du son réel. Ouais, c'est ça, t'as pas l'énergie, c'est sûr, hein, tout seul chez toi avec un casque, même si tu fous la musique à fond, t'as pas l'énergie d'un live, ça c'est clair. C'est ça. Enfin, ça marche encore plus pour le rock, ouais. Mais je me suis retrouvé comme ça, aller au Hellfest sans connaître un seul groupe. Si je connaissais, je voulais aller voir Gojira, parce que c'était un groupe qui écoutait mon ex, et que j'aimais beaucoup aussi, hein, et donc j'ai fait, je peux les voir en live, ça va être cool. Et je me souviens que ça c'était une expérience très bizarre, le Hellfest. Ça avait été un truc très bizarre. T'es allé tout seul? Non, j'y suis allé avec une amie. Justement, j'ai une amie qui m'a dit, il y a des passes pas chères. C'était l'année après le Covid, en fait, où ils avaient fait 2 week-ends. Donc moi, j'étais allé le week-end qui était à la base le Hellfest du Covid, et beaucoup de gens revendaient leurs places. J'ai eu des places pour 150 balles les 3 jours, ou 4 jours. Donc truc inespéré, je m'y suis pris à peine un mois en avance pour y aller. Et donc je me dis, quitte à y aller, c'était quasiment aussi cher de prendre un jour ou 3, donc je me dis, je vais vivre l'expérience entière. Et je me souviens avoir aussi envoyé du coup à la meilleure amie de mon ex, que je voyais encore de temps en temps en soirée, il y a des places pas chères, je vous envoie l'info, on ne se capte pas. Je ne veux pas parce que je sais que ça allait me mettre mal. Et en fait, j'apprends sur le trajet du truc que en fait, son nouveau gars veut pas, le nouveau copain de mon ex, veut pas qu'elle y aille, ou qu'un seul jour, et avec lui, et pas avec sa meilleure amie, etc. Enfin, un truc très horrible, très possessif, très jaloux. Et ça m'a fait câbler. Genre, ça m'a vraiment énervé très fort. J'étais triste en fait pour elle. Parce que c'est une personne qui mérite pas ça. J'ai appris des choses de leur relation qui est clairement dysfonctionnelle, etc. Et je sais que ça m'avait fait énormément de mal à l'époque. Et j'ai dû récupérer son ami. Enfin, du coup, sa meilleure amie qui a fait du coup le festival avec moi. Quoi ? Oui, avec qui elle aurait dû venir parce que son gars était trop insupportable et qu'elle était en mode mais je vais l'encastrer en fait sinon. Et du coup elle a fait le festival avec moi et c'était une super expérience quand même. Mais je me souviens que ça avait été tendu, je voulais absolument pas la croiser et apparemment on se serait croisé un moment. Donc, moi j'ai pas vu. Mais son ami elle m'a dit ça, donc j'étais en mode ok bon, tant mieux qu'on se soit pas vu. Ah donc d'accord, ton ex est venu quand même, mais fallait surtout pas que vous vous croisiez. C'est ça. Et moi je voulais quand même pas qu'on se croise quoi. Genre, je voulais pas parce que je sais que dès que j'y repense, et même encore actuellement, s'il m'arrive d'y repenser ou d'avoir des nouvelles d'elle, c'est tendu psychologiquement. Ça retourne, ça revient, et c'est quand même quelque chose de toujours très fort. C'est un trauma qui reste fort dans ma vie. Et voilà, et du coup, une expérience très bizarre ce Hellfest-là, mais ça a été une expérience, première fois que je faisais un pogo, que je faisais un slam, où je ressortais le premier soir, mais avec un sourire aux lèvres, comme jamais, c'était très très intense comme moment. D'accord. Mais pour le coup, les concerts, tu les faisais tout seul? Non, je les faisais avec d'autres amis. J'avais un autre groupe de potes qui venaient quand même. Un groupe de potes, ok. Oui, c'est ça, j'avais un autre groupe de potes qui venaient pour ça, etc. Et auquel je me suis intégré, et Cool. qui était très cool, ouais. Voilà un peu mon rapport à la musique. Et t'as des trucs là, par exemple le morceau que tu disais d'Orelsan, je sais pas, des œuvres, même, j'en sais rien, cinéma ou une vidéo YouTube, un truc qui t'a marqué, peut-être qui t'a fait changer ou pas, mais en tout cas qui t'est resté devant. En œuvre marquante, je pense qu'il y a quand même les premiers albums de Val, c'est quand même quelque chose auquel je retourne tout le temps, ou Hugo TSR. J'aime beaucoup le spleen qui se dégage de cet artiste-là, Hugo TSR. Népal aussi, c'est des artistes qui m'accompagnent énormément pour leur spleen, surtout Népal sur sa vision du monde, sa sérénité qui transparaît, ce truc très laissé aller. Je prends les choses comme ils viennent, je me pose pas trop de questions, je vibes. Ça j'apprécie énormément et c'est une mentalité que j'essaie d'avoir, de pas trop me prendre la tête, de croire toujours dans l'humain, ces choses-là. Et sinon en vidéo YouTube, il y en a une que j'aime beaucoup, de Kurzgesagt, ou In a Nutshell en anglais, qui ont fait une vidéo sur un truc un peu quasiment religieux, je dirais, enfin une sorte d'expérience de pensée que j'aime beaucoup, qui est que leur postulat c'est que tu meurs, et en fait là tu es accueilli par des espèces d'êtres genre surnaturels, un peu sentients, etc. et qui te disent tu n'es pas encore nature, donc en fait tu vas revivre. Et en fait tu redeviens une personne aléatoire dans l'histoire. Et en fait quand tu auras vécu toutes les vies
qui ont existé dans l'histoire de l'humanité, là tu atteindras ce stade un peu de ces créatures-là. Tu auras la maturité pour devenir ces choses-là, cette chose-là. Et du coup, en fait, le message un peu qui est derrière, c'est que, en fait, toutes les personnes que tu croises, etc., c'est juste toi dans une autre vie. Un côté un peu bouddhiste de la réincarnation, etc. Ça revient à ce truc-là. Et que donc, du coup, tu es aussi bien la pire que la meilleure personne de l'univers, tu es aussi bien Hitler que Einstein ou que Bouddha, quoi, entre guillemets. Et j'aime bien cette expérience de pensée-là de, l'autre c'est aussi toi, enfin, de pas en vouloir aux gens, d'essayer de les comprendre aussi, de pas penser que les gens sont intrinsèquement mauvais. Moi je sais que juger trop vite, tout ça. Pas juger trop vite, et il y a un truc auquel je me tiens, c'est ne jamais penser que les gens sont fondamentalement mauvais. Toujours croire que les gens sont... Si les gens étaient 100% libres, ils seraient forcément bons, mais que les conditions matérielles font qu'ils deviennent mauvais, ou en tout cas font des mauvaises choses pour survivre, par nécessité, par trauma aussi, par des choses qu'ils ont pu vivre, mais que globalement les personnes sont intrinsèquement bonnes. C'est un peu naïf, mais je préfère avoir cette mentalité-là que l'inverse, pour éviter de rentrer dans une peur du monde. Toujours rester positif sur les choses. Je vois trop de gens qui vivent dans la peur constante de leur entourage. Et j'ai aussi le luxe d'être un homme blanc cis qui n'a pas de soucis entre guillemets, qui ne s'est jamais fait emmerder dans la rue, qui ne s'est jamais fait agresser, ces choses-là. Donc il n'y a pas de raison aussi que je le pense, et je vois bien en parlant avec mes amis femmes, etc., que le monde est beaucoup plus complexe, et que je comprends que des personnes aient des peurs par rapport à des choses, mais je ne souhaite pas rentrer dans ce mécanisme-là. Parce que c'est ce qui amène à se renfermer sur soi-même, c'est ce qui amène à beaucoup de choses, dont la montée actuelle, selon moi, de l'extrême droite, du fascisme, de ces choses-là qui me font peur, mais voilà, que je ne veux pas transmettre. Et c'est marrant que tu dises je suis. Tu es ce que tu es, et tu dis avec tout ce que tu as pu dire avant, j'ai pas plus de soucis que ça. Non, j'ai pas plus de soucis que ça, je me rends compte que ma vie est quand même plutôt bonne. Tu mets les choses en perspective quand même. C'est ça. C'est que je reste quand même globalement privilégié, j'ai pas à me soucier de plein de choses dans la vie. Certes, il y a eu les petits soucis de harcèlement, mais c'était assez mineur. Ça a eu un gros impact dans ma vie, mais parce que ça n'a pas été traité à temps et que j'ai pas forcément été écouté par mes parents quand j'étais dans des états de détresse. Mais j'en veux pas à ces personnes-là. Je vois les mécanismes qui rentrent en jeu, je vois ces choses-là, donc je leur en veux pas. Il y a le gars en seconde avec qui il y a eu des soucis, donc qui un jour m'a volé mon téléphone dans ma trousse parce que je l'avais laissé dans un intercours dans ma trousse parce que mon pantalon était trop petit, je pouvais pas le mettre dedans, mon téléphone, et qui un jour j'avais refusé de lui dire bonjour parce que j'étais pas pote avec lui, donc je voyais pas pourquoi est-ce que je lui dirais bonjour, mais il m'a mis un petit coup de poing, etc. Et je l'ai recroisé récemment, il y a quelques années. On a discuté, j'avais aucun souci avec lui, je lui ai fait « Ah oui, je me souviens de toi, tu m'avais volé mon téléphone », il a fait « Bah non ». « Ah bah si ». Et j'ai rediscuté avec lui, et c'est un bon gars en fait au final. Juste, il était embrigadé dans des petits trucs de merde, etc. Et c'est devenu une bonne personne. Même mon ami qui m'a ignoré, il y a quelques années, il s'est excusé auprès de moi par message. Lui, il s'en souvient pour le coup. Lui, il s'en souvient, il s'en veut. Et moi, je lui ai dit, ça a eu un gros impact dans ma vie, mais je t'en veux pas. J'aurais voulu le rencontrer, au final, je ne l'ai pas fait, pour lui faire comprendre par contre ce que ça m'avait fait, et à quel point ça avait été marquant dans ma vie. Et pareil, j'ai pas de haine envers lui, j'ai de la haine envers très peu de personnes, enfin même quasiment personne. Même toutes mes relations, je reste encore amoureux, en tout cas j'ai pas de haine envers mes ex. C'est des personnes qui comptent encore, qui parfois sont encore des amis, parfois le sont plus, mais je leur souhaite que le meilleur. Ouais, puis de ce que tu me disais, toutes les ruptures se sont globalement assez bien passées. C'était un peu d'un commun accord. C'est ça. Il y a eu des fois à contre-cœur pour ma première ex.
à contre-cœur. Il y a une autre fois, j'ai eu 3 vraies relations de couple. Celle d'après, c'était dysfonctionnel, c'est celle qui m'a fait arrêter le cannabis, mais c'était dysfonctionnel. Globalement, on n'était pas compatibles, donc là c'est moi qui ai mis fin au truc, elle m'en a énormément voulu sur le moment. Elle a eu la haine contre moi, mais on s'est revus des fois par le groupe d'amis, etc. Et en fait, elle m'en veut pas, tu vois. Et ma relation la plus récente, pareil, ça a duré pas si longtemps. Et pareil, c'était une personne extrêmement cassée, qui a eu pas mal de soucis dans sa vie. Et pareil, pas de haine. Là, ça a été aussi d'un commun accord. Parce que je pense que j'ai, par mon passé, etc., j'arrive plutôt bien à communiquer, ou en tout cas à me rendre compte des choses. Et je suis pas rancunier, donc je vois. Je pense que le fait de ne pas être jaloux déjà aide énormément. Je sais que je ne ressens pas ce sentiment-là. Mais ouais, c'est comme un accord, mais j'ai l'impression que c'est un peu toi quand même qui initie les trucs. Tu comprends. Les 3 fois, c'est moi qui ai un peu initié la chose. Même si des fois j'étais encore amoureux des personnes, etc. C'est moi qui me dis, bon bah là, jamais été frontalement largué. Mais souvent c'était l'autre qui n'était plus, mais qui n'osait pas le dire aussi. Parce que c'est quand même intimidant, c'est quand même quelque chose de très flippant. Donc oui, c'est vrai que c'est souvent moi qui ai initié les choses et qui ai dû creuser. Parfois pour comprendre, etc. Mais... Okay. Mais ce qui fait que pour le coup, comme, que tout, globalement, tu t'entends bien avec tes ex. Ouais. Tu parlais quand tu étais petit, la mort, que ça te revenait et tout. Tu vois comment question toute un peu large, un peu conne, mais le bonheur, tu le vois comment, toi? Si tu t'es déjà posé la question, certainement. C'est de faire ce que j'ai envie, d'aller voir des gens, de rencontrer des personnes, faire un travail qui me plaît, ne pas me buter dedans, ne pas... j'aime beaucoup aider les gens, être important, aider les gens autour de moi à réussir leurs choses, à les aider dans tout type de situation. Pour moi, le bonheur, c'est juste être un peu libre de faire ce que je veux, pas me poser de questions. J'ai pas forcément de réponse. Non, c'est complètement. Tu t'es déjà dit à un moment, je sais pas, là je suis heureux. Ouais, même actuellement, dans ma vie, là, je suis heureux. Je suis content de ce qui se passe pour moi. Il n'y a pas grand chose qui me manque. J'ai des bons amis. Je ne suis pas seul. J'ai des moyens. J'ai de l'argent. Je ne suis pas à survivre au jour le jour. Ouais, je pense que c'est ça. C'est un peu vibé. C'est genre ne pas se mettre d'objectifs. Je sais que j'ai pas de... Comme je ne suis pas compétiteur, je me contente d'être dans la moyenne, de pas chercher. Ça me va. De pas... Je sais que si jamais il n'y avait pas d'impératif de monétaire, je continuerai un peu à faire la même chose que ce que je fais. Par contre, je le ferai pour d'autres secteurs, pour d'autres personnes. Pour des amis artistes, les aider à réaliser leurs projets, les aider à bricoler, leur faire comprendre des choses, aider mes amis à réparer des trucs. Je me souviens que pendant ma grande période de dépression, etc., il y a eu cette question qui est venue, c'est qu'est-ce que je fais sur Terre ? Quel est mon but en fait sur Terre ? Et la chose que j'ai tirée, c'est que, en tant qu'humain, pour moi, on est là pour accumuler du savoir et le retransmettre. C'est comme ça que fonctionne l'humanité, etc., que la société avance. Et donc je pense que c'est mon but. J'ai pas mal de connaissances techniques sur plein de trucs et essayer de les apprendre aux gens, les aider à réaliser leurs projets. Je sais que je me vois bien être prof de technique à 40, 50 ans, arrêter de bosser dans l'industrie, dans la conception mécanique, etc. Et aller retransmettre ça aux petits jeunes, les petits branleurs que j'étais à l'époque. Moi, j'ai énormément d'amour pour mes profs de l'époque, parce qu'ils m'ont gardé dans une formation, alors que j'étais l'un des pires élèves possibles, entre guillemets. Certes, je foutais pas le bordel, je dormais, mais ils m'ont gardé, ils m'ont soutenu, ils m'ont pas viré du truc, alors qu'ils avaient 15 000 raisons de le faire. Et je voyais que c'était des gars passionnés. Et c'est la plus belle chose selon moi.
Ça c'est un truc de retransmettre. Je sais pas si je veux d'enfants, je sais pas si j'en aurai, mais donc c'est un autre moyen de retransmettre, ou alors de s'engager dans des associations, dans des hyper-cafés, ces choses-là. Et puis je sais que moi, ma force, ça va être sur le côté, sur la technique. J'adore me renseigner sur tous les sujets techniques, que ce soit l'informatique, la mécanique, la physique, plein de choses. Et tu bricoles dans ton coin pour le coup? J'ai pas mal bricolé, je bricole un peu moins. Mais par exemple, là récemment j'ai récupéré un vélo, j'ai un peu tout refait dessus. Bon, ça, c'est pas celui-ci on me l'a reprêté parce que l'autre est mort. Mais ouais, je bricole pas mal, j'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent. J'ai eu une période de 6 mois de chômage, je me suis fabriqué une brodeuse pour broder des trucs, des petits objets chez moi, etc. C'est un truc que j'ai plus trop le temps de faire, j'ai plus forcément la passion, l'envie de le faire, mais parce que c'est ce que je fais déjà au travail. Donc c'est plus compliqué. Mais oui, je reste quand même assez bricoleur, assez touche à tout. Et c'est de toute façon oui, ce qui m'a toujours amené vers ce que je fais. Et pour le coup, trouble du sommeil, ça va mieux? Mieux, oui, globalement. Je peux toujours faire des insomnies, ces choses-là, mais en fait, je suis plus en dépression, donc ça va déjà beaucoup mieux. C'est ça qui a impacté, c'est la dépression qui a impacté le sommeil? C'est ça qui a impacté. Mais oui, après, je reste quand même quelqu'un qui rogne vachement sur son sommeil pour avoir des expériences sympathiques. C'est-à-dire que je ne vais pas hésiter à sortir en semaine jusqu'à tard pour voir mes amis, quitte à être fatigué le lendemain au travail. Je fais passer ma vie sociale avant ma vie professionnelle, donc c'est pas toujours tip-top, mais ça va mieux. C'est plus une angoisse que j'ai de m'endormir. Ou alors j'ai des parades, j'ai encore des fois des médicaments, des choses là que je peux prendre si jamais je sens que ça va pas le faire. Et c'est dans des périodes de rechute où ça va être plus compliqué, mais sinon je suis quand même plutôt bien réglé. J'ai réussi à trouver mon cadre et mon rythme. Et t'es fier de ce que t'es devenu? Ouais. Par rapport à tout ce que t'as pu me dire Ah clairement, je pense que le moi de 10 ans ou de même 16 ans, ou même 18 ans, le moi du passé serait très content de ce que je suis devenu, je pense. J'ai pas forcément spécialement de regrets dans ma vie. Je peux me dire que oui, j'aurais pu mieux travailler en cours, j'aurais pu ne pas tomber dans tel ou tel travers, mais en fait je me rends compte que ça m'a aussi fait grandir sur énormément de choses, faire rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés sinon, peut-être devenir aussi une personne que je n'apprécie pas maintenant. Donc oui, je reste extrêmement content de ce que je suis. Il y a encore de la marge de progression, etc. J'ai toujours parfois des trucs, mais franchement non, il n'y a pas trop de regrets. Il y a peut-être des questions que tu aurais aimé que je te pose. Tu ferais quoi si tu étais riche? Ça, j'ai déjà répondu plus ou moins tout à l'heure par je ferais la même chose. Je me dédierais, je transmettrais. Je ferais un boulot moins alimentaire, quoi. C'est ça. Ce qui est déjà pas trop le cas, j'ai vraiment pas à me plaindre de mon travail, clairement, mais oui, je transmettrais ou je me dédierais encore plus aux gens. Je pense que je vis à travers les gens. Enfin, j'aime bien vivre à travers les gens. Un peu me passer au second plan, j'aime bien l'idée de fourmilière. Pour moi, les humains sont des fourmilières. T'es un gars de l'ombre, si t'étais dans un groupe de rock, tu serais un bassiste, quoi. C'est très rigolo parce que justement, du coup, j'ai jamais pratiqué d'instrument de musique. J'en ai jamais fait, ça m'a jamais attiré, spécialement. Mais récemment, des amis m'ont dit t'aimerais faire quel instrument? Au début, j'ai dit la batterie. Et en fait, l'autre jour, en allant voir un concert là à Nantes, c'était un batterie basse. Et en fait, je me suis dit, peut-être plus la basse. Ouais, j'aime bien ce truc-là. J'aime bien, je suis passionné par les gens de l'ombre, par ces gens qui font tourner le monde. J'adore le système ferroviaire pour ça, à quel point c'est complexe et que pourtant tout se passe quand même super bien. Genre les gens râlent sur la SNCF, etc. ou sur plein de trucs. En fait, je me rends compte, en m'étant renseigné sur les sujets, à quel point c'est fou déjà juste que ça tienne. Les systèmes, je suis très passionné par les systèmes, par le fonctionnement des sociétés, la politique aussi. En fait, oui, on est juste des sommes d'individus qui font des choses assez folles, assez incroyables, juste parce que chacun fait sa petite partie. Je trouve ça trop important, trop beau. En fait, je me souviens être passé des fois devant les rails du train qui étaient en train de se refaire à Nantes et être resté une heure quasiment à regarder comme ça les ouvriers travailler, être là en mode
c'est beau, la chorégraphie, puis même l'importance en fait, qu'ils ont dans notre société, ces gens de l'ombre. On oublie souvent les gens de l'ombre qui font tourner la société, on pense toujours aux stars, aux personnes importantes, médiatiques, etc. Mais non, enfin après ça vient avec ma vision du monde très gauchiste, etc. Mais je pense que l'une des missions, l'un des travaux dont je suis le plus fier, ça a été travailler dans une usine à la remise en service de machines et à la sécurisation de ces machines-là. Parce que j'étais directement en lien avec les ouvriers qui étaient impressionnants en fait, qui avaient un vrai savoir-faire, etc. Et essayer de les comprendre, essayer de voir comment est-ce qu'ils faisaient leurs trucs, ne pas les embêter. Alors que tu avais des demandes de la direction au-dessus qui étaient stupides, essayer de plus les écouter eux que les demandes. Après moi j'avais mes contraintes et tout. Mais je trouve ça très beau le rôle des ouvriers, de ces choses-là, de ceux qui ont réellement le pouvoir dans ce truc-là. Moi je sais que si jamais je ne travaille pas, travailler en bureau d'études, etc., si je ne travaille pas une semaine, si je pose un jour de grève, tout le monde s'en fout, ça n'impacte rien. Je ne suis pas important là-dedans. Parce que il n'y a pas de deadline direct, mais par contre eux sont vraiment importants et ça se voit directement dès qu'il y a les moindres mouvements de grève, les moindres mouvements syndicaux et de contestation, c'est là où on se rend compte des gens qui sont vraiment importants, même pendant le Covid. Et je trouve ça assez intéressant, ces choses-là. Après, ils sont importants parce qu'ils font grève tous en même temps, parce qu'il y en avait qu'un qui grève, un par un. Toi, tu dis, si t'arrêtes ton boulot, ça se voit pas. Oui, mais si tout le monde en même temps arrête ce que tu fais, c'est le bordel aussi. C'est ce qui fait l'importance, c'est un peu le nombre. C'est pas le bordel au moment T. Par contre, un éboueur ou un chauffeur de train qui vient pas, en effet, ça devient la merde. J'avais comme ça un ami récemment qui travaillait en plonge, qui faisait de la plonge, etc. Et un manager, un mec en costard est venu à moitié le faire chier parce que t'as mal rangé le truc, etc. Il était là. Non mais en fait là, là tu me casses les couilles, si tu veux, moi je remonte habillé, je m'en branle, de toute façon j'ai pas besoin de ça pour bouffer, je fais juste ça là un mois, je me casse, tu vas faire la plonge, parce que là sinon les petits vieux ils vont pas manger. Genre lui à l'instant T où il s'arrête, ça devient la merde, moi ça met plus de temps. Et même lui tout seul dans toute la cuisine, s'il s'arrête, ça devient la merde pour tout le monde instantanément. Oui. Après oui, c'est sûr que si mon métier se met en grève pendant un mois, là ça devient beaucoup plus la merde, mais c'est plus long. Non mais tu disais comme si toi tu avais moins d'importance, comme tu l'as dit en fait, on est tous des petites fourmis, donc tout le monde a son importance en fait. Ah oui, c'est sûr. Mais je pense que certains ont une importance beaucoup plus directe en tout cas sur les choses, sur le mouvement du monde. Ouais, déjà notamment dans les transports, le mouvement du monde forcément. Ouais, les transports où le flux, quand le flux est tendu, quand les choses doivent être faites à un instant T, pas à des deadlines de 1, 2, 3 semaines, etc. Ouais. Voyage, un truc qui te plaît toi, le voyage, t'es déjà allé autre part, tu t'intéresses à d'autres cultures, je sais pas. Là-dessus, je me sens un peu spécial. J'ai quand même, mes parents étaient assez aisés, etc. Donc j'ai beaucoup voyagé jeune. J'ai fait pas mal de pays en Europe, etc. J'ai pas voyagé non plus très très loin. Le plus loin que j'ai dû faire, c'était le Maroc ou la Hongrie. Mais par exemple, je me vois pas spécialement voyager. Je suis pas un grand fan du voyage, d'aller voir d'autres cultures, etc. Moi, je vois mes vacances juste aller voir des amis qui sont peut-être dans d'autres villes, etc. Mais l'idée d'aller à l'autre bout du monde, ça me transperce pas, ça ne me passionne pas. C'est quelque chose de... Je suis bien là où je suis, dans mon côté un peu terre à terre, cosy, de juste être là et vibrer. Entre amis, ça suffit. C'est ça, ouais. Après, je sais aussi que c'est parce que je suis pas... Même si je pense quelqu'un d'être suffisamment sociable et j'arrive facilement à parler avec les gens et tout, j'ai du mal à aller voir les gens. Je reste quand même assez timide sur ces choses-là et à engager la discussion et à engager les trucs. Une fois que c'est fait et ça part assez facilement. Donc j'ai des amis qui sont capables de partir à l'autre bout de la France en stop, à l'arrache, comme ça sans but défini ou même dans d'autres pays. Et se faire des amis sur le chemin, parler aux gens n'importe où. Ça, je sais que c'est quelque chose dont je me sens pas capable de le faire. Peut-être que j'en serais capable, mais je me vois pas le faire. Mais par contre, si jamais j'ai un ami qui me prend avec lui sous son aile et m'amène dans un truc, là oui. Souvent, je me fais amener dans des groupes par des gens. C'est pas moi qui vais rencontrer des gens. C'est souvent comme ça que ça s'est passé. C'est souvent d'amis en amis que je découvre des groupes.